Rodolphe Adam, bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste. Vous avez travaillé une quinzaine d'années dans un centre de consultation en addictologie. Donc aujourd'hui, les addictions semblent particulièrement répandues chez les jeunes adultes. Pensez-vous que ce soit un phénomène nouveau? D'une certaine manière, oui. Il faut tout de même resituer dans le contexte. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un changement dans nos sociétés modernes. Le psychanalyste Jacques Lacan, dès le début des années 70, disait que quelque chose au zénith social était en train de monter et qui était la place de l'objet de jouissance. Aujourd'hui, effectivement, nous avons affaire à une mondialisation, une société de consommation qui a engendré une pluie d'objets. Les fêtes modernes ont changé d'une manière telle que dans n'importe quelle ville de France, tous les produits sont accessibles dans les soirées. Autrefois, nous avions du cannabis, maintenant, à peu près tout est accessible très facilement. Ce qui montre aussi la difficulté de résister, dès qu'on est jeune, à être exposé assez vite à des substances évidemment dangereuses. Mentionnons Internet. Internet a rendu possible aussi le fait de pouvoir se procurer illégalement à peu près n'importe quoi chez soi à domicile. Alors, on pourrait presque parler d'une société qui est devenue addictogène, tellement sont mêlés les liens entre les grands circuits de distribution, de consommation, évidemment, alcool, tabac. On voit aussi toutes les inventions et les ruses des fabricants, des vendeurs de tabac et des produits de substitution pour effectivement capter des marchés de jeunes consommateurs qui deviendront effectivement des clients en puissance. Qu'est-ce qu'on constate aussi? La question des paris. Les paris en ligne, les paris sur le sport, les jeux d'argent, ça aussi c'est des choses qui sont assez nouvelles, qu'on ne voyait pas avant la légalisation, il y a une vingtaine d'années, il y a une quinzaine d'années. Donc on voit aussi que se pose la question même de comment aujourd'hui éduquer un enfant sans avoir recours à l'idée de venir tout de suite boucher un moment de manque, un moment d'ennui, avec un objet qui est l'écran, par exemple. On voit que le problème se généralise. Nous sommes dans une société d'écran. Ce sont quand même les adultes qui offrent très vite la possibilité d'avoir des images pour venir faire bouchon aussi, on le voit, à des moments qui posent difficultés dans la relation familiale. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement une espèce... François Ansermet, qui est un psychanalyste qui était au comité consultatif national d'éthique, parle d'une addiction à l'instant. Notre rapport au temps a changé. Il y a une instantanéité qui fait que nous sommes, et je pense qu'effectivement les jeunes encore plus, dans une logique du tout de suite. D'où la difficulté d'avoir à résister aussi à cette offre généralisée. Voilà ce qu'on peut noter dans ce qui a quand même changé d'une manière flagrante. Et même pour finir, ça met aussi en question, Lacan avait l'idée que le capitalisme n'est pas qu'un système économique, c'est aussi un discours. Et on le voit, la publicité se sert beaucoup du mot lui-même addict pour l'associer à des marques. Il y a de plus en plus de marques qui rajoutent addict, avec un côté glamour à ce signifiant-là, comme si quelque chose était attractif dans le fait d'être addict à. C'est le nouveau nom d'une passion. Mais on voit que c'est aussi le nom aussi d'une souffrance. Comment réalise-t-on en fait qu'on a une addiction? Alors, c'est difficile. Addiction, c'est du latin, addicere, qui veut dire dire à, qui s'employait déjà chez les esclaves dans la Rome antique. On le disait de ces personnes qui n'avaient pas de nom propre parce qu'ils étaient la propriété d'un autre. Ils étaient dits à
le nom du propriétaire. C'est un anglicisme, hein, addiction, qui lui-même monte dans la psychiatrie, la psychopathologie depuis une trentaine d'années d'une manière très importante. C'est dire aussi la dimension de dépendance, d'avoir perdu quelque chose de sa possibilité d'être à soi-même son décideur. Alors, il n'est pas facile de se rendre compte qu'on devient addict, également parce que c'est souvent aussi associé à ce qu'on appelle le déni. Comment entre-t-on dans une addiction? La particularité d'une addiction, c'est que ça commence comme quelque chose qui se manifeste sous le mode du plaisir, de l'ivresse, de la jouissance. L'addiction commence comme un mode de jouissance, une expérience contingente, faite avec d'autres souvent, et pendant tout un temps, ça reste comme ça. La grande difficulté, c'est de repérer comment se fait ce glissement qui peut être progressif, prendre du temps, des fois être aussi rapide, à devenir un symptôme. Un symptôme, c'est-à-dire pour le sujet lui-même, parce qu'évidemment, la famille, l'entourage peut se rendre compte que quelque chose ne va pas et que ce mode de jouissance est devenu une addiction. La question, c'est aussi comment le sujet lui-même se rend compte que quelque chose le dépasse, que quelque chose lui a fait perdre sa liberté, que quelque chose n'est pas ce qu'il croit que c'est. Alors, effectivement, pour avoir consulté pendant longtemps auprès de gens qui spontanément, d'eux-mêmes, viennent faire une demande d'accompagnement, d'aide, souvent la question c'était de savoir comment ce mode de jouissance est devenu quelque chose qui fait entrave pour un sujet, qui lui fait souffrance. Eh bien, on peut dire que c'est lié à un moment de rencontre de la perte. Au fond, on réalise qu'on a une addiction quand on réalise qu'on est en train de perdre quelque chose. Et que ce plaisir ou cette jouissance que ça apporte, ça commence à produire des effets qui ont des conséquences dans mon existence. Alors la perte, eh bien, ça peut être la perte d'un être aimé qui n'en peut plus, qui souvent a déjà mis en garde, qui souvent a déjà signalé que quelque chose ne va plus, que cette addiction fait entrave à la vie à deux, par exemple, ou à la vie familiale. Ça peut être une perte du travail. Effectivement, des sujets viennent consulter quand l'employeur a dit stop. Généralement, pour réaliser cette dimension addictive, c'est aussi réaliser que l'on n'est plus du tout maître et qu'elle est plus forte que soi. Ça, c'est une étape difficile. On dit souvent d'ailleurs en addictologie qu'au fond, vous commencez à guérir quand vous assumez, quand vous commencez à assentir au fait que vous ne guérirez pas. Le premier pas, effectivement, vers la guérison, c'est de réaliser qu'on ne maîtrise rien du tout à l'addiction. C'est l'addiction qui vous maîtrise. La perte, ça peut être la perte d'argent, évidemment. Ça, je vois de plus en plus de jeunes gens qui viennent et qui jouent. On voit aussi les marchands de paris en ligne pour le sport, pour le football, qui sont venus quand même gâcher aussi le produit du sport lui-même pour en faire une jouissance d'avoir à gagner l'argent là-dessus. Alors, une expérience de la perte, je pense que c'est elle qui fait ce déclic. Souvent aussi, c'est quand quelque chose du corps est atteint, parce qu'évidemment, il y a les addictions, j'évoquais les addictions sans substance, comme on dit, comme le jeu, comme les paris en ligne, comme les écrans, mais pour les addictions avec substance, eh bien, les psychotropes, évidemment, ont des conséquences délétères pour la santé, pour le corps. Ce qui montre aussi d'ailleurs que quand vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, votre corps est résistant, vous pouvez vous réveiller le lendemain pour aller faire ce que vous avez à faire, parce que ça ne fait pas tellement longtemps que vous consommez, et donc vous ne sentez pas encore ce poids comme ça sur le corps d'un long parcours d'addiction. Donc, je crois que c'est quand on rencontre ce moment-là que quelque chose vient sonner à la porte sur le fait de faire une petite révélation.
sur un point où il s'agit peut-être de faire appel, par exemple. Quelles approches recommandez-vous pour aider les étudiants confrontés justement à une addiction et pour mieux prévenir ce genre de situation? Alors, pour faire transition, justement, je viens de dire faire appel. Faire appel est un acte. C'est une démarche très singulière. Ça présuppose que le côté un peu isolant, parce que l'addiction, c'est quand même un mode de pratique de jouissance, on va redire ce mot que les psychanalystes usent, qui a quand même à voir à faire avec le fait de se couper des autres. Quand je parlais de la perte, ça peut être aussi des amis, la famille, de réaliser qu'on est en train de s'isoler. C'est pour ça que le traitement fondamental, on va dire, le remède à l'addiction, c'est pas immédiatement la question de l'abstinence, je vous dirai un peu plus après, c'est d'abord de se rebrancher sur un lien social. D'où l'importance du réseau que vous avez mis en place, qui est de commencer à offrir une possibilité de parler de ce qui cloche, de ce qui ne va pas, de ce qui isole. Il y a un certain nombre ça il faut le savoir, en France, partout, dans toutes les grandes villes, moyennes villes et même autres, de réseaux de centres de consultation d'addictologie qui sont pluridisciplinaires avec infirmières, médecins, psychologues, qui permettent d'accueillir, ça c'est crucial, toute personne qui se sent en détresse avec une addiction, quelle qu'elle soit, et d'accueillir sur un mode très particulier qui est la gratuité. C'est bête à dire, mais il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas, d'accueillir aussi pour parler de ce qui ne va pas, de laisser la parole au fond au sujet qui vient dire ce qui cloche. Ça, c'est aussi un premier pas dans le traitement. Pas proposer immédiatement des solutions, parce qu'au fond, des sujets viennent en parler sans avoir encore le désir et l'idée de s'arrêter. Parce que s'arrêter, le travail d'abstinence, le travail de sevrage, est une étape difficile et dont ces centres de consultation savent qu'il faut souvent un certain temps et que justement ce premier moment inaugural, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir se sentir en confiance, de pouvoir dire qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et c'est au fond endroits où on prend le temps également. L'addiction est quelque chose qui est quand même difficile à déplacer. J'expliquerai un peu après pourquoi. Mais cet accueil-là, de prendre le temps et aussi de laisser le sujet choisir un peu la façon, là où je travaillais, moi en tout cas, veut s'y prendre. Il y a des sujets qui veulent tout de suite être aidés d'un traitement médicamenteux, de faire le point sur des consommations, de rencontrer un médecin. Il y a d'autres sujets qui veulent d'abord parler, ne pas y toucher trop vite, mais d'abord parler de la souffrance associée à cette addiction. Quand elle a commencé après un deuil, par exemple, vous avez des sujets qui veulent d'abord parler de ce deuil. Eh bien, dans ces centres, on respecte, au fond, la façon dont un sujet veut venir d'abord déplier quelque chose de sa propre souffrance. Je pense que ça, c'est important à savoir. Et puis, c'est des centres aussi où on s'est rendu compte que l'abstinence n'est pas forcément une fin en soi. Vous pouvez vous arrêter soudainement de consommer un produit en particulier. Ça ne veut pas forcément dire que vous irez immédiatement mieux. Souvent parce qu'il y a des conséquences aussi de choses qui étaient restées un peu à bas bruit derrière, sous cette addiction, qui étaient colmatées, je vais y revenir un peu, par cette addiction. Et puis en plus, ça ne change pas le problème que cette addiction venait traiter. Donc, on parle aussi beaucoup en addictologie de réduction des risques. Quand vous êtes moins hospitalisé, que vous prenez moins de comportements à risque, mais vous continuez à avoir une petite consommation d'un produit ou d'un autre, quelque chose de votre qualité de vie a changé. Et ça, dans ces centres, on sait ça. Voilà, mais l'important, c'est effectivement cet accompagnement.
ne plus être seul avec son produit. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Enfin, comment y parvenir, hein? Alors, tout à fait, c'est la question. C'est difficile, il faut le savoir. C'est difficile. Après, certains y arrivent des fois rapidement, d'autres beaucoup plus, d'autres pas du tout. Ce travail d'abstinence, ce travail de sevrage est un long parcours. Ce qui importe, c'est de créer un lien avec un partenaire, avec une institution, avec un réseau, avec un thérapeute, avec un médecin, pour avoir effectivement un point d'appui où on viendra dire que ça ne marche pas, où on viendra dire que ça marche mais que ça a rechuté. On sait en addictologie que la rechute fait partie du travail, fait partie du parcours. L'important dans cet accompagnement, avec un clinicien aussi, je crois, c'est de découvrir la valeur substitutive de cette addiction. Il m'est arrivé d'en parler dans des conférences, des formations, de parler de l'addiction comme un pharmacone. Les Grecs, déjà chez Platon, parlaient du pharmacone pour parler du médicament. Le pharmacone, chez les Grecs, a un double sens, poison et remède. Et la finalité, c'est l'oubli, disaient les Grecs. Donc on voit au fond, quand vous faites un travail, c'est un travail psychique, un travail de parole, c'est de mesurer en quoi cette addiction est quelque chose qui a une valeur médicamenteuse, de venir traiter, évidemment avec des effets un peu pathologiques, hein, des effets organiques, mais que ça a une dimension de traitement. Et donc, toute une partie du travail consiste à essayer d'élucider qu'est-ce que ça vient traiter, à quoi ce remède vient justement remédier. Cette dimension pharmacone ouvre sur toute une dimension qui est l'élucidation, par exemple, l'oubli. Bon, ça c'est une chose qu'on peut faire très vite, dont on peut faire l'expérience. Effectivement, consommer un produit, créer un moment d'oubli de ce qui vous hante, d'oubli de ce qui vous tourmente, d'oubli de vos cauchemars, d'oubli de vos obsessions, d'oubli de ce qui, dans le corps aussi, la pulsion, le malaise lié au corps qu'on a et qu'on n'accepte pas. Cette dimension d'oubli est évidente. Dans le cas du deuil, comme je l'ai évoqué, vous avez la dimension anxiolytique. Évidemment, ça vient traiter l'angoisse. C'est le plus grand des médicaments. Ça vous aide aussi à parler. In vino veritas. Saoli, c'est connu. Pourquoi effectivement les addictions ont souvent rapport avec l'adolescence? Parce que c'est le moment où vous changez quelque chose de votre état dans le monde, eu égard aux autres, eu égard à votre corps, eu égard à vos parents. Et donc, vous entrez dans un monde où vous avez créé des liens avec d'autres. Effectivement, cette dimension du rituel, du faire comme, elle est cruciale. C'est aussi pour ça que les addictions sont souvent difficiles à déplacer, à braser, à arrêter, parce qu'elles prennent racine à un moment crucial de l'existence et de manière assez précoce. Donc, moi qui consultais comme clinicien, effectivement, c'était cette dimension qui était mise à l'œuvre. Vous avez aussi des effets beaucoup plus mortifères, qui est de voir que vous pouvez aussi vous adonner à une addiction pour traiter une culpabilité. Des sujets ont découvert aussi en parlant que c'était quelque chose d'une punition qui se jouait pour eux. Voire parfois à l'extrême d'un désir de mourir. L'addiction aussi comme équivalent dans certains cas d'une conduite suicidaire lente, et parfois même rapide aussi, est connue. Et je dis rapide, et j'évoquais le tout de suite d'autres fois, on voit que les modes de consommation ont changé. Le binge drinking montre qu'il ne s'agit pas simplement de boire beaucoup, il faut boire beaucoup et boire vite. Donc là on s'interroge aussi sur, c'est plus l'ivresse
la parole, l'état d'euphorie, l'état d'exploit du moi, de ce qu'on peut faire sous l'emprise d'un produit, c'est véritablement se court-circuiter, s'anesthésier immédiatement. Donc on s'interroge sur le gain qui est fait dans ce court-circuit. Binge drinking, on parle de binge watching. Notre rapport à l'image, à la télé, aux séries, a pris une tournure addictive. Nous engloutissons des séries. Donc, on s'en sort quand on prend aussi la mesure du côté pulsionnel de l'addiction. Il y a cette dimension un petit peu symbolique de trouver si c'est la parole, l'appartenance, l'angoisse que je vais traiter, mais il y a aussi quelque chose de plus difficile à bouger, même quand j'ai fait tout ce travail un peu de venir mettre du sens sur ce qui m'a précipité dans l'addiction et qui s'y joue, il y a une espèce de dimension aussi purement pulsionnelle. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi une espèce de satisfaction qui est un jouir pour jouir simplement, qui montre que c'est quelque chose qui reste toujours un peu dans le rétroviseur. C'est ça qui est difficile aussi, les sujets addicts le disent, c'est que c'est un deuil. Le travail d'abstinence est un deuil. Il y a un côté plus jamais ça qui est assez insupportable, qui montre que la difficulté d'ailleurs suprême, c'est même pas de s'arrêter de consommer, c'est de ne plus pouvoir consommer un peu. Beaucoup de sujets essayent de faire ça. On essaye de pouvoir reconsommer un peu, parce qu'effectivement, on voit que c'est tellement associé au social. Comment faire une fête de retrouvailles, une fête symbolique, un mariage, des amis, un anniversaire, sans consommer un peu de champagne. Eh bien, ce goûter, ce simplement goûter et ce un peu est devenu quasi impossible pour l'addict. Et ça, c'est un deuil. Mais, je pense, pour terminer, dire que le gain, même s'il n'est pas facilement atteignable, il est perceptible sur le fait que quand vous prenez la parole, vous sortez de cette position au fond d'être adicéré, l'esclave, l'objet de ma pulsion, l'objet de mon addiction. C'est un moyen de se faire accompagner qui est de retrouver une place de sujet, au fond. De sujet qui va parler, de sujet qui va remettre quelque chose du sens, quelque chose des mots, quelque chose une liberté de choisir, sur la possibilité de réinventer une autre façon de se satisfaire, une autre façon de jouir. Et là, elles sont infinies, propres à chacun. Et le travail qu'on peut faire avec les cliniciens, c'est justement de retrouver qu'on a aussi oublié derrière l'addiction, qu'on avait une autre passion, pour un tel le sport, pour un autre l'étude, pour un autre le travail, pour un autre retrouver un lien différent avec ses amis, et plus simplement la beuverie. Et donc, évidemment, le travail est long, mais c'est une autre vie qui attend le sujet, et non plus, comme disait Freud, qui s'est interrogé sur la question de pourquoi, anthropologiquement, depuis qu'il y a des hommes, il y a de l'addiction. Eh bien parce qu'au fond, il disait, la vie est un fardeau. Il y a chez chacun une certaine douleur d'exister, et ce toxique, c'est le mode le plus primaire, le plus efficace de venir éteindre cette difficulté, d'essayer d'inventer quelque chose de sa vie. Se faire accompagner, retrouver une parole, c'est justement aller vers quelque chose qui sera une satisfaction supérieure.